Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateurs engagés, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Lauriane Mélière, journaliste, chroniqueuse télé et chef d'entreprise. J'ai souhaité inviter Lauriane à mon micro car elle fait partie de ces personnes qui aiment profondément la mode et qui la rendent joyeuse. Mais qui aiment la mode pas pour les tendances, mais pour les vêtements, pour ce qu'ils racontent de nos personnalités et de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors que raconte la mode sur notre société, sur ses évolutions, ses transformations ? Et lorsqu'on est une jeune femme métisse comme Lauriane, se reconnaît-on dans cette mode et dans une mode plus responsable ? Et puis surtout, comment évolue-t-on dans le cercle très fermé de la presse mode ? Avec Lauriane, nous avons parlé de son rapport aux vêtements, d'un t-shirt fabriqué à partir de déchets, de sororité et de métissage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lauriane, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Alors tu as commencé ta carrière comme journaliste mode. Tu as été chef de rubrique mode à Glamour, chef de rubrique lifestyle à l'Obs, rédactrice en chef mode print et web au Parisien, donc de la mode, beaucoup. Entre tes débuts et aujourd'hui, comment tu as vu évoluer la presse mode ? Hello. Alors déjà, il y a eu une évolution. Il y a certains milieux, certains secteurs où on se rend compte qu'il n'y en a pas eu. Donc c'est plutôt positif, il y a eu une évolution, il y a eu une prise de conscience. Quand je suis arrivée à Glamour, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29, donc c'était il y a 10 ans. Donc j'ai un petit peu 10 ans d'antériorité pour analyser un petit peu ce qui s'est passé. C'était beaucoup d'entre-soi, ça l'est toujours un petit peu. Beaucoup d'entre-soi, des profils très homogènes dans les rédactions, avec des filles et des femmes toutes plus ou moins du même âge, toutes plus ou moins de la même classe sociale, de la même couleur de peau, qui portaient les mêmes vêtements et qui disaient sensiblement les mêmes choses saison après saison. Donc le printemps 2015 ressemblait au printemps 2016, qui ressemblait au printemps 2017. Donc je suis arrivée là-dedans un petit peu pas par hasard parce que j'avais envie de travailler dans la presse. Je savais pas forcément que ce serait dans la mode. Ça s'est fait un peu comme ça, mais j'ai beaucoup aimé. Et progressivement, à mesure que la publicité rentrait moins, les comportements au sein des rédactions de mode ont un petit peu changé. Donc moi, je vais plutôt parler de Condé Nast et peut-être un petit peu moins l'Obs parce que j'étais moins sur la mode à l'Obs, mais plutôt Condé Nast et Glamour parce que c'est vraiment là où je suis restée 3 ans et où j'ai le plus été dans le cœur du réacteur de la presse mode féminine notamment. Et en fait, il y a eu à mesure que les investissements baissaient, que les ventes en kiosque se cassaient un peu la figure, on est passé d'une apparente joie, quelque chose où voilà, Glamour c'était un titre très souriant avec Eva Longoria en couverture qui nous racontait des trucs incroyables. Progressivement, c'est devenu, on va dire, des écrins pour les annonceurs. Et c'est comme ça qu'on appelle encore beaucoup de titres aujourd'hui. Il faut que ce soit des écrins pour les marques, des écrins pour le luxe. On s'adresse plus du tout aux lecteurs et aux lectrices. Et donc forcément, on prend moins de risques. Donc j'ai vu de plus en plus la presse mode féminine, parce que je pense que c'est pas forcément pareil pour la presse mode masculine, prendre de moins en moins de risques et finalement faire des magazines qui étaient plus des manières de mettre en avant les marques que de proposer un contenu un peu différenciant, etc. Des vitrines, quoi. Voilà, exactement, des vitrines. Et après, en termes d'homogénéité des rédactions, etc., ça a un petit peu moins bougé. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, sauf qu'il y a moins d'argent, donc les gens ont envie de prendre moins de risques et que en France, encore aujourd'hui, on a l'impression que
d'avoir des équipes qui représentent la vraie diversité du monde, c'est prendre un risque, alors que non. Mais voilà. Ok, très bien, hyper intéressant. Et est-ce que tu penses que la presse mode a suffisamment pris conscience de l'urgence des enjeux sociaux et environnementaux de l'industrie textile, des enjeux des enjeux sociaux pour les mannequins, sociaux dans la diversité, on vient d'en parler aussi dans les rédactions, mais de façon plus globale, est-ce que tu penses que la presse a suffisamment saisi cette urgence-là d'en parler correctement ? Clairement, il y a 10 ans, la mode responsable, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, en France, on en parlait à peine. Il y avait quelques marques, je pense notamment à Valentine Gauthier, qui faisait déjà du super travail, mais toutes les petites marques d'Instagram qui font les choses différemment et qui sont directement arrivées justement avec ces nouveaux modèles, voilà, puisqu'on en parle, n'existaient pas. Donc c'était un petit peu ovni, on avait l'impression qu'on allait être habillé avec de la toile de jute, coton bio, on se disait mais de quoi on parle, quoi. Enfin, faut se remettre dans un contexte où on n'avait pas tout ce vocable de mode responsable, de circularité. Enfin, tout ça, maintenant, on comprend ce que ça veut dire. L'upcycling, le surcyclage, aujourd'hui, ça va. Il y a 10 ans, c'était impossible d'en parler. Je pense que la presse mode a été obligée, à un moment donné, de mettre un petit peu les bouchées doubles, parce qu'en fait, ça intéressait les gens, qui avaient de plus en plus de conférences, de festivals green ou éco-responsables, et que donc c'est devenu une thématique sexy et cool. Et puis ensuite, ça a été aussi amené par des marques qui ont proposé des produits qui étaient plus sympas que ce qu'on pouvait avoir en termes de mode responsable il y a 10 ans. Donc pour moi, il y a eu un parallèle entre les produits qui ont évolué, qui sont devenus un peu plus cool, parfois un peu plus chic, il y en a eu pour tous les goûts et toutes les bourses, et de l'autre, la presse qui a suivi en fait le mouvement. J'ai encore du mal à savoir si la presse est vraiment authentique dans cette démarche de relater ses initiatives, etc. Quand on voit, encore une fois, qu'elle est majoritairement financée par des marques qui sont pas écologiques du tout et qui sont pas en passe de l'être non plus. Et ouais, je pense que pour la presse vraiment purement mode financée par les annonceurs, je pense que ce sont des sujets qui sont plutôt cosmétiques, qui sont de l'ordre du on traite une tendance, mais si demain il y en a une autre, ce ne sont pas des engagements militants. Enfin, pour moi, il n'y a pas vocation à se dire oui, on veut que le milieu change. Ça, c'est pas du tout comme ça que je le ressens, sauf pour des publications peut-être plus récentes ou qui sont de toute façon engagées par ailleurs dans le féminisme et la juste représentation de la diversité, et pour elles, la mode responsable est devenue un engagement parmi les autres et une ligne de conduite au-delà d'être une ligne éditoriale. C'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que justement, moi, je fais partie encore des personnes qui aiment acheter les magazines de mode, mais aussi par curiosité pour voir comment sont traités tous ces sujets. Et souvent, j'ai l'impression que c'est un peu une reprise de communiqué de presse de marque où on va mettre en avant des engagements, mais sans avoir cherché à aller creuser si c'était vrai. Pourquoi on en parle, qu'est-ce que ça veut dire, donc c'est hyper intéressant que tu dises ça, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, exactement, mais ça vient aussi d'une méconnaissance alors ça va être difficile d'en parler parce que j'ai pas fait d'école de mode et je ne suis pas les cursus de mode aujourd'hui, mais en tout cas quand je suis arrivée dans la presse mode il y a 10 ans, quand on parlait pas de ces thématiques, c'est aussi parce qu'il y avait aucune connaissance sur le sujet. Et je pense que la presse a besoin de s'éduquer aussi. C'est-à-dire qu'on arrive sur des thématiques qui peuvent être quasiment scientifiques, parfois même un peu géopolitiques, parce que en fonction des lois de certains pays, sur la façon dont on produit les vêtements, sur les taux d'émissions de gaz à effet de serre entre ceux qui respectent les accords de Paris, ceux qui les respectent pas. Enfin, il y a toute une législation qui est arrivée parce que justement il fallait mesurer les choses, que la presse mode n'a pas du tout. Peut-être qu'on l'a pour la presse économique, où on est plus habitué à fact-checker ces choses-là. Pour la presse mode, comme c'est beaucoup à l'interprétation et que c'est subjectif, dès que ça devient un petit peu scientifique, on se base sur ce qu'on nous dit et on reprend, on va dire, un peu tel quel des choses qu'on prend pour parole d'évangile, quoi. Ouais, complètement. Et toi, tu as pris conscience à quel moment des dérives de l'industrie textile ? Je pense que... Alors, comme j'étais à Glamour, moi, je suis arrivée, j'étais responsable de la mode sur le web. J'ai fait un petit peu de print aussi vers la fin.
J'ai fait pas mal de print à l'Obs et encore plus au Parisien, puisque j'étais sur le print et le web à cheval. Mais en étant au web, à une époque où le web n'intéressait aucune rédactrice mode, c'était assez intéressant parce que j'avais l'impression d'être quand même, je me rends compte a posteriori, j'étais à l'avant-poste de beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'attendais pas d'être invitée à tel ou tel défilé pour comprendre quelle était la tendance. Moi, je m'alimentais via des forums, via des groupes Facebook obscurs, via les bruits de couloir que j'entendais. Et finalement, j'avais un petit peu plus, on va dire, la rumeur de la vraie vie, des vrais gens, des vrais sujets de discussion, et moins justement les conversations d'entre-soi où on dit « Ah non, mais lui, on n'en parle plus, on n'en parle pas ». Alors quand la réalité, c'est que dans la vraie vie, si ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on connaît même pas et on s'en fiche. Donc j'étais un peu à l'avant-poste et je voyais vraiment des choses émerger, éclore, alors qu'au print, elles avaient vraiment aucune idée de ce qui était en train de se passer. Donc je pense que j'ai peut-être eu, on va dire, 1 ou 2 années d'avance par rapport entre le print et le web, je veux dire. Ouais. Pour voir justement ces changements, on se rendait compte que quand on publiait des articles justement sur la mode responsable ou qu'on publiait des chiffres, il y avait quand même de la réaction. À l'époque, on était beaucoup sur Facebook, à l'époque. Et donc on avait tout de suite des commentaires, des personnes qui nous disaient « Ah ouais, c'est hyper intéressant, ah mais je ne savais pas, etc. » Donc on était capable de savoir ce qui alimentait la conversation et au contraire ce qui faisait flop. Et il y avait vraiment une sorte de dichotomie entre les sujets qui marchaient sur le web et qui intéressaient les gens. Et il fallait qu'on les intéresse parce qu'à un moment donné, on était aussi là pour faire de l'audience. Et de l'autre côté, des sujets qu'on reprenait du print, qu'on mettait sur le site et qui n'intéressaient personne. Et donc, on se disait, voilà. Et progressivement, de sujets, je me souviens, j'avais fait un portrait de Valentine Gauthier, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. La première fois que j'ai dû parler d'elle, ça avait pas forcément fait grand bruit. Et puis ensuite, j'avais reproposé son profil 2 ans après. On avait refait une interview question-réponse. Et là, tout de suite, les gens étaient un peu plus familiarisés au vocabulaire, etc. Donc, je pense que ça devait être dans les années, peut-être 2015, 2016, où j'ai commencé à me dire, ah ok, il se passe quelque chose. Et que je voyais aussi des publications peut-être indépendantes ou des blogs parler un petit peu plus de mode responsable et voir aussi des marques australiennes, américaines, japonaises qui avaient des procédés de fabrication qui étaient différents et qui étaient hyper intéressants, un peu plus proches de l'artisanat, que je trouvais cool. Ok, hyper intéressant. Et dans un article de Marie-Claire, c'est une lettre adressée à la mode, tu écris « Nous avons oublié comment toi, chère mode, tu faisais nos vêtements. Qu'atteint d'amnésie, nous respectons chaque jour un peu moins les habits et par extension, celles et ceux qui les font. » D'après toi, pourquoi et comment on en est arrivé là, aujourd'hui ? C'est difficile à dire. Je sais, c'est une question compliquée. C'est très, très difficile à dire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de méconnaissances. Quand on est rédacteur ou rédactrice mode, encore aujourd'hui, on connaît pas du tout le cycle de fabrication d'un vêtement. Enfin, si on a de la chance, on a été invité dans les ateliers couture d'une grande maison avec des brodeuses qui passent 1800 heures sur une broderie pour un défilé. Et on a vu la partie, on va dire, métier d'art, artisanat de la fabrication du vêtement, et c'est super. Mais personne n'est jamais allé dans un champ de coton. Personne n'est jamais allé voir comment on faisait pousser du lin. Personne ne sait ce à quoi ressemble le lin. Personne ne connaît la façon dont les sols réagissent. Enfin, c'est de l'agriculture à la base, la mode. Et les gens l'oublient. Donc, personne n'a vu la façon dont on délavait un jean. On n'arrive que sur la partie stylisme. Voilà, le produit est là, il est fait. Quel mannequin on va mettre, quelle histoire on va raconter. Je dis pas ça pour jeter la pierre, mais c'est juste que c'est vraiment en fait une industrie qui nécessite tellement de compétences, tellement d'acteurs, tellement d'interactions, tellement d'intermédiaires, que pour vraiment connaître les tenants et les aboutissants et savoir qu'en fait, le jean, si on le transporte en camion du Portugal à Paris, ça consomme plus de CO2 ça dégage plus de CO2 que si on fait pousser du lin en Lozère et qu'on l'achemine en train. Enfin, il faut s'intéresser à ce truc-là, et c'est pas sexy du tout. Et en général, quand on se dit je veux faire de la mode, on se dit pas qu'on va aller calculer le temps de transport du lin et voir combien de fois notre soutif a fait le tour de la Terre. Ça n'arrive pas en général. Donc non, je pense qu'il y avait juste une méconnaissance.
les gens n'ont pas fait spécialement attention. Et puis, on arrivait aussi après une génération où la fast fashion n'existait pas. Donc, H&M est arrivé. Moi, j'ai le souvenir, je sais plus en quelle année c'était. Il faudrait que je le retrouve, mais j'étais encore au collège ou au lycée, peut-être collège. Je me souviens, le premier H&M a ouvert à Lyon. Et mais c'était incroyable. C'est-à-dire que je me souviens, on était allés là-bas avec ma mère, on voyait les prix des vêtements, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces prix, quoi? C'était incroyable. Et tout nous paraissait hyper beau. C'était des vêtements qui étaient neufs, c'était des vêtements qui étaient à la mode. À aucun moment, on s'était posé la question de se dire, comment se fait-il que ce t-shirt soit à 5,99 €? Tout simplement parce que, on n'avait jamais eu besoin de se poser la question. Peut-être que les vêtements avant étaient faits de manière moins trash. Peut-être que, on n'en savait rien. Donc non, je pense que progressivement, il a fallu un temps d'adaptation que et les populations, et la presse, et les acteurs de cette industrie se mettent un peu au diapason de en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et pour créer cette jupe qui a fait 4 fois le tour du monde, ça a impacté qui, comment, etc. Je pense qu'il y a plein de marques qui se sont mis à produire des trucs où ils envoyaient un patronage à l'autre bout du monde, qu'ils allaient même pas visiter l'usine et que juste qu'on leur envoyait ensuite des camions remplis de jupes, toutes les mêmes, et ils se disaient mais c'est super, ça m'a coûté 3 fois moins cher. Donc c'est bien qu'on se réveille, mais comment on en est arrivé là? Un peu par ignorance pour beaucoup de personnes, et puis par calcul, mais pour moins de personnes. Ah non, c'est vrai. Enfin, je partage complètement cette analyse. En tout cas, je pense qu'il y a clairement eu, on sait plus comment on fait des vêtements, et donc c'est ça aussi qui a tout chamboulé, quoi. Complètement. Et il y a un autre aspect aussi que je voulais évoquer avec toi, parce que sur ton site, dans ta bio, tu vois, je vais fouiller pas mal pour préparer les interviews. Ouais. Tu écris: toujours à mi-chemin entre la mode et les questions de société, je décrypte les phénomènes contemporains pour comprendre ce qu'ils racontent de notre époque. Alors, qu'est-ce que la mode dit de notre époque? C'est tellement le reflet de la société qu'on est, parce que pour moi, et c'est pour ça que je trouve que la mode est un sujet passionnant, parce que ça raconte tout de nous. C'est-à-dire que qu'on la fasse ou qu'on la porte, c'est vraiment le reflet de notre personnalité, c'est la façon dont on se présente au monde. Entre nous et le monde, il y a qu'un vêtement, la plupart du temps. Il y en a qui font ce qu'ils veulent. Mais il y a qu'un vêtement, et évidemment qu'on le choisit, même quand on a l'impression qu'on s'en fiche, on le choisit. Donc on choisit de s'en fiche, donc de s'en foutre. Donc ça veut dire quelque chose. Je parlais d'H&M tout à l'heure, en disant qu'on trouvait ça dingue, mais qu'on se posait pas de questions et qu'on avait juste l'impression d'arriver dans le monde mais vraiment un monde de rêve où on pouvait bien s'habiller pour pas cher. Ensuite, il y a eu le côté inverse où on avait honte d'aller chez H&M. Ah ouais, mais ton truc, c'est du H&M, c'est de la mauvaise qualité, ça a été fait par on ne sait qui, on ne sait comment, à je ne sais quel prix à l'autre bout de la terre, et on le sait. Et maintenant, il y a l'effet inverse, on va chez H&M et puis il y a toute la zone conscious, le coton est bio, il y a des photos des personnes qui les ont fait tout sourire sur les vêtements. Enfin, c'est quand même un truc, on est devenu complètement dingo. Donc je pense que la mode d'aujourd'hui, elle représente exactement ça, c'est toujours cette envie de briller, toujours cette rapidité, cette vitesse, ce besoin d'être constamment à la page. Je trouve que, au final, les tendances sont toujours aussi puissantes qu'à une époque. D'une saison à l'autre, moi je vois dans la rue, les personnes s'habillent pas spécialement pareil. Même si, évidemment, il y a des grands classiques, mais ça va être des petits détails. Un jour, il faut que le jean il soit effiloché en bas, et on va acheter un jean effiloché. Un jour, il faut que ce soit un truc boyfriend, mais taille haute. Et on va prendre un jean boyfriend taille haute. Et puis la saison d'après, il va redevenir slim. Et puis là, je crois que ça y est, les ballerines sont de retour. Donc en fait, on le disait à une époque, la mode, c'est un éternel recommencement parce que ça fait vendre. Si on avait besoin que d'un seul jean, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui, via leur modèle, qui feraient faillite. Mais oui, c'est juste le reflet de nos contradictions. C'est-à-dire qu'on veut consommer responsable, mais on veut pas y mettre trop d'argent. On veut briller en société, donc on achète un sac de luxe, mais à côté on dit qu'on n'a pas les moyens de payer un t-shirt à 80 €. Voilà, c'est tout. C'est bien résumé. Ouais, ça veut à peu près tout dire de nous. Et après je dis évidemment je généralise et que bien sûr on n'achète pas tous des sacs de luxe, que ça, évidemment, et qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter un sac de luxe ou des t-shirts à 80 €. Et ça, je l'entends très bien. Et je pense d'ailleurs que même quand je parle, tu vois, d'H&M, ou on peut même mettre Zara, Mango, toutes les marques de fast fashion dans le même panier, je les diabolise jamais totalement, parce que pour moi, elles ont quand même une vertu aussi sociale où on peut pas le nier, le fait qu'on vit tous dans une société de consommation.
certes excessive, mais c'est la société dans laquelle on vit tous, qu'on vit dans une société du paraître, que quand on est dans un pays, qu'on veut chercher du travail ou qu'on veut plaire à quelqu'un ou qu'on veut bien se présenter en société, ça passe beaucoup par l'apparence. C'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain et que ces enseignes, elles permettent quand même à beaucoup de monde de s'habiller avec des choses justement qui sont plutôt dans la tendance, qui sont pas trop mal coupées, pas trop mal, et qui font le job. Et que si on veut une chemise blanche et un pantalon noir pour aller chercher du boulot, on peut le trouver là-bas et ça marche. Donc je dis pas du tout, il faut surtout pas y aller et complètement et diaboliser ces enseignes. Je pense juste qu'il faut se dire peut-être que la chemise blanche et le pantalon dont on a besoin, on peut aller le chercher là-bas, et que le reste, on peut essayer de réfléchir différemment ou de panacher un peu les choses, d'acheter moins. Mais voilà, je veux pas jeter l'opprobre sur c'est complètement les personnes qui y vont, et ça m'arrive encore de temps en temps de me dire j'achète ce petit truc parce que c'est pas cher et j'en ai juste besoin et je vais prendre des élastiques ou une casquette. Et je me dis, et j'essaye de pas trop me flageller avec ça, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis surtout, on peut pas, les consommatrices et les consommateurs peuvent pas porter le poids de toute la culpabilité et la responsabilité d'un modèle qui nous dépasse complètement. Exactement. Voilà. Donc, c'est la même chose avec tous les combats. Tu prends le féminisme, c'est la même chose, tu vois, de dire à une fille, non mais attends, t'es pas féministe, tu t'épiles sous les bras, tu te maquilles, etc. Tu t'habilles avec des vêtements qui sont sexy, qui sont des trucs, des symboles du patriarcat, certes, mais on vit dans un monde patriarcal. Donc parfois, on n'a pas toujours envie de se battre. Parfois, il y a des choses où si on a été éduqué d'une certaine façon, ça nous met mal à l'aise. Je pense que c'est pareil avec les vêtements. Et que si on a envie de bien se présenter, d'avoir une jolie robe à la mode et qu'on n'a pas forcément les moyens, c'est vrai que à part se la coudre soi-même, il y a des enseignes aujourd'hui qui le proposent pour pas trop cher. C'est clair. Ouais, et puis en plus, il y a ce côté-là où tu sais, on oppose souvent le vintage seconde main, mais il y a une personne j'ai assisté à une conférence il y a pas longtemps où elle disait, il y a un peu un mépris de classe aussi dans ce côté, si t'as pas les moyens, tu vas acheter ça en seconde main, quoi. Non, mais attends, t'es personne pour dire s'il faut acheter du neuf ou de la seconde main. Et puis je trouve ça assez marrant parce que cet argument, on le ressort quand même depuis longtemps. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est facile d'acheter de la seconde main, notamment via Vinted. Il y a encore même 2 ans ou 3 ans, quand on n'était pas trop sur Vinted, je sais pas, moi, je vois mes petites sœurs, elles habitent au fin fond de l'Auvergne. La seconde main, c'est pas les Fripstar et les Kiloshops avec des trucs canons comme à Paris ou à Lyon ou ailleurs. Hein. C'est le relais Emmaüs avec des trucs qui sont souvent tachés ou un peu abîmés et pas spécialement tendance. Et il faut vraiment fouiller pendant des heures et des heures et des heures pour enfin trouver un sweatshirt un peu cool. Donc on y va 1 fois, 2 fois. La 3e fois, on se rend compte que c'est toujours les mêmes fringues. Il y a aussi ce truc, c'est que l'accès à la seconde main qui va remplacer les trucs appétissants de la fast fashion, il y a plein de zones où ça n'existe pas. Hein. Donc, c'est clair. Mais ouais, je suis jamais, j'ai jamais envie de culpabiliser les comportements individuels, parce qu'en fait, on en est tous. Avant de se réveiller et de réaliser certaines choses, on avait tous nous aussi des comportements problématiques. Donc chacun a son rythme. Chacun a son rythme. C'est bien de proposer des solutions, en disant voilà, il y a telle et telle option. Mais le vrai problème, pour moi, c'est pas forcément les gens qui vont acheter chez Zara, c'est le système en fait. Le système, il est fait pour nous donner envie d'aller chez Zara. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est exactement ça, complètement. Et pour rebondir aussi et pour faire le lien encore une fois avec la presse mode, est-ce que tu penses que la presse mode lit suffisamment les questions de société au sujet mode justement? Parce que j'ai l'impression que parfois la presse française est un peu déconnectée et les sujets mode sont toujours des sujets un peu à part et pas du tout des sujets politiques, économiques, sociétaux. Ce qu'on voit plus dans la presse anglophone, je trouve. Et d'ailleurs, tu l'as dit dans une interview, tu as dit la mode est un sujet de société comme les autres, on vient de le dire là. Mais j'ai l'impression que parfois il y a un peu cette différence, quoi. Ouais, en France, on est quand même... on aime bien mettre tout le monde dans des cases et tout, de manière générale. Hein, l'être humain aime bien mettre ranger les choses dans des boîtes et que ça dépasse pas trop. En France, il y a peut-être aussi une vision du journalisme qui est plus étriquée que dans les pays anglo-saxons où voilà, il y a le journaliste économique, il y a le journaliste qui va parler de...
du lifestyle, il y a celui qui va parler de ci, de ça, puis il y a l'autre qui va parler de la mode, et en général, c'est des femmes, et c'est souvent une rubrique qui est un petit peu... c'est comme la rubrique météo, quoi. C'est bien qu'elle soit là, mais on s'en fiche, en fait. Enfin, pas pour les lecteurs, mais dans une rédaction, c'est... Voilà. Ouais. C'est un on va peu... parler de chiffons. C'est ça. On va parler de chiffons, alors qu'on parle quand même d'une industrie qui rapporte des milliards d'euros et de dollars par an, et qui, au-delà d'en rapporter, fait vivre des milliers, des millions de gens. Puis tout le monde s'habille. Voilà, et tout le monde s'habille. Ouais. Donc ça concerne absolument tout le monde. Mais je pense que c'est aussi tout simplement parce que y a un mépris des questions, des sujets qu'on estime être féminins. Les pays anglo-saxons ont moins ces a priori, je pense, sur les sujets. Ils ont aussi une manière d'écrire leurs articles qui sont beaucoup plus embarqués. On va rentrer dans les sujets à travers les portraits de quelqu'un qui vont raconter des choses, etc. En France, voilà, la mode parle de la mode, la beauté parle de la beauté. Et on a assez rarement traité la mode d'un point de vue, justement, économique. Enfin, voilà, on va parler des groupes LVMH et tout, mais ça devient carrément décorrélé du vêtement, c'est juste des actions, quoi. Exactement. Mais c'est en train de bouger, tu vois, avec des journalistes comme, tu vois, Mélodie Thomas, Marie Claire, Alice Pfeiffer, qui décortiquent justement tout ça d'un point de vue genre, société, sexualité, diversité, et qui expliquent justement, et c'est aussi ma ligne, qui explique qu'à travers la mode, en fait, on peut raconter plein de choses. On n'est pas du tout obligé de dire la semaine prochaine, on va porter du rouge. Parce que forcément, ce serait peut-être un peu vain, même si ça peut être intéressant de savoir que là, ça va être le rouge ou le bleu. Mais on y vient progressivement. Je pense que les médias web ont peut-être aussi plus ouvert la porte à des traitements différents. Je vois notamment Brut qui, de temps en temps, adresse certaines initiatives, qui va rentrer dans les ateliers de telle ou telle marque, etc. Je trouve ça pas mal. Via des talks aussi, ou des conférences, où pour le coup, on va beaucoup plus creuser la question avec des intervenants et des intervenantes souvent de qualité, qui vont pouvoir exposer un petit peu leur science. Chose qu'on a moins eu besoin de faire, j'ai l'impression, en presse print, même si c'est en train de changer. Pour la simple et bonne raison que ça marchait sans, en fait. C'est peut-être pas aussi ce que les personnes venaient chercher, mais peut-être qu'elles venaient pas le chercher parce qu'on leur proposait pas. Donc ouais. En France, c'est en train de changer, mais les anglo-saxons sont quand même un peu plus en avance. Ouais. Un peu plus en avance. Mais on va rattraper, c'est ça, on va rattraper le retard. Ouais. On a rapidement parlé de mode responsable, on a utilisé ce terme de mode éco-responsable, et je me demandais, toi, quel regard tu portais sur cette mode-là qui se qualifie de responsable aujourd'hui. Comment tu l'analyses, parce que c'est vrai qu'on a envie de dire, il est partout aujourd'hui le mot responsable, donc quel regard toi tu portes sur ça? Déjà, il faudrait définir qu'est-ce que c'est une marque éco-responsable. Est-ce que c'est celle qui le dit? Est-ce que c'est celle qui l'est vraiment? Dans ce cas, comment est-ce qu'on définit celles qui le sont et celles qui le sont pas? C'est quoi les critères? Je pense qu'ils peuvent être différents Vaste pour question. chacun. Vaste question. Moi, je suis je suis agréablement surprise par toutes les marques qui émergent et qui prennent le pari de faire les choses différemment. J'ai même encore plus d'admiration pour celles qui étaient vraiment à la traîne et qui changent complètement leurs objectifs, qui mettent de côté la croissance, qui se disent bon vas-y, là on reprend tout de zéro, on va revoir la prod, etc. Avec des équipes qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Là par exemple, tu vois, tu portes un pull Patine, qui est une marque parisienne qui s'est lancée justement en se revendiquant éco-responsable. Pour elle, donc Charlotte, donc la créatrice, il y a vraiment ce truc où son modèle est basé là-dessus. Donc moi, je suis toujours très curieuse, en fait, de voir comment ces marques émergent, qu'est-ce qu'elles mettent en avant, qu'est-ce que c'est l'éco-responsabilité pour elles, parce qu'en fait, elles ont chacune leur propre dico et leur propre définition. Et puis vraiment, je trouve des initiatives qui sont inspirantes. Là, par exemple, je suis tombée sur une marque de Los Angeles que donc je ne pourrais pas acheter, parce que acheter éco-responsable et puis le faire voyager en avion jusqu'à chez moi, c'est compliqué. C'est un peu antinomique. Mais ils ont inventé alors je sais pas si c'est toujours le seul, mais le premier trash tee, donc un t-shirt fait uniquement avec des déchets d'industrie textile. Donc en fait, on va sur leur site
Et ils récupèrent des chutes de coton, de tissu, de bidule. Ils en font une sorte d'énorme masse. Vraiment, ça ressemble à... Comme quand on n'a pas passé l'aspirateur longtemps sous un meuble, il y a des moutons. Ouais. Ça fait des gros moutons de trucs bizarres. Et en fait, ils arrivent à refiler un fil à partir de ça, à le reteindre par-dessus. Donc les couleurs sont un petit peu étranges. Et c'est vraiment un t-shirt qui n'a nécessité la production de 0 coton en plus. C'est 100% recyclé de plein d'autres trucs. Et ils font le trash tee, ils ont lancé le trash sweatshirt, il y a plein de trucs comme ça. C'est génial. Et je me dis, mais c'est fou. Et donc la marque s'appelle Everybody World. Ouais, je crois que c'est ça. Et ils ont une autre manière d'ailleurs d'être éco-responsables, parce qu'en fait, ils invitent les gens à s'approprier leur chaîne de production. C'est-à-dire que demain, s'ils me choisissent, par exemple, ils vont me dire, dessine la pièce de tes rêves et on va t'aider à la faire de manière éco-responsable. On va t'accompagner dans le processus de création de cette pièce pour que ce soit éco. Et donc, tu as un couple qui a dit, nous, on aimerait bien avoir des mocassins ouverts derrière, mais pour les grands pieds, parce qu'on a de grands pieds et on trouve jamais de trucs à notre taille. Ok, cool, on va aller à la recherche du bon cuir. Il nous faut un cuir. Alors, il faut que le tannage soit comment ? Végétal, pas végétal ? Est-ce qu'on passe plutôt par un cuir qui est vegan, pas vegan ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Jusqu'à la création de l'objet final. Et donc, au final, les personnes qui créent en apprennent plus sur le processus de création, sur le processus de fabrication. Puis ensuite, ils nous racontent tout ça. Et donc, il y a la chaussure qu'on peut acheter, évidemment. Et ils nous disent, nous, on est passé par tel et tel process. Si on a choisi ce cuir-là, c'est parce qu'en fait, on se rendait compte que ça. Alors, tel effet négatif qu'on a compensé par ça, etc. Et ils font ça pour toutes leurs pièces co-créées. Ouais. Et tu vois, ce genre d'initiative de marque, je trouve ça quand même pas mal et un peu plus intéressant que les marques qui nous disent on utilise moins d'eau pour faire nos jeans, quoi. Ouais. C'est vrai. Ce qui est bien. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est bien. Mais c'est génial parce qu'en plus tu informes, tu éduques les gens qui deviennent de vrais ambassadeurs et ambassadrices pour parler de ta marque. Et puis c'est génial. Et puis surtout, ils font ça montre aussi qu'on apprend des choses en fonction des catégories de produits. À la base, ils faisaient pas du tout de chaussures. Ils sont tombés sur ce couple qui avait envie de faire une paire de chaussures. Ils ont dit go, c'est parti. Une autre fois, c'était un mec qui cherchait à faire des serviettes de bain, pareil, qui soient éco, etc. Donc, est-ce que c'est du coton bio ? Est-ce qu'ils reprennent leur trash bidule ? Comment est-ce qu'ils l'éteignent et tout ? Donc, il y a plein de catégories de produits et finalement, ça ouvre la voie à tout un tas de manières de produire qui vont être différentes. Et là où c'est intéressant, qui vont être différentes de par la nature du produit. Pour produire une serviette de bain et une paire de chaussures, c'est pas pareil. Mais aussi de par les créateurs en eux-mêmes, qui vont devoir arbitrer, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire un produit éco-responsable. Et ils l'expliquent. Ils disent, en fait, dans cette situation, c'était plus éco-responsable de prendre du vrai cuir. Parce que si, parce que ça. Là, je crois que c'est pareil, c'était Amélie Pichard qui a fait donc la créatrice de chaussures, qui a publié un texte en disant, je ne vais pas faire de cuir vegan, ou je vais plus en faire, parce qu'elle avait fait une collab avec Pamela Anderson qui était 100% vegan. À l'époque, tout avait dit quoi ? Des chaussures véganes ? Personne ne comprenait ce que c'était. C'est vrai. Et elle a dit, en fait, je fais le choix du cuir parce que ça pollue moins, en tout cas dans son process à elle, ça pollue moins de passer par des bons producteurs de cuir qui tannent correctement, avec des vaches françaises, patati patata, plutôt que de prendre du plastique qui est plus difficilement sourcé, etc., qui est issu d'une industrie fossile, etc. Donc elle l'explique. Et c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire une chaussure végane est forcément plus éco-responsable, ou voilà, une chaussure sans cuir, voilà. En fait, non, ça va dépendre aussi des arbitrages des gens. Ouais. Donc, complètement. C'est des choix à chaque fois à faire et il y en a pas. C'est jamais évident, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours une question d'équilibre, de son équilibre. Une ressource à un moment. Ouais, exactement. Même leur trash tea, il est super, mais il y a forcément un acheminement, il y a forcément. Exactement. Puis des machines pour le faire. Des machines, voilà. De l'énergie. De l'énergie. Quelqu'un qui prend sa voiture pour aller à l'usine. Donc, la production zéro, vraiment l'émission zéro, même si on a envie de compenser quoi que ça veuille dire, ça n'existe pas. Donc, il faut juste se dire, voilà, quitte à dépenser, où et comment. Exactement. Il y a une autre question un peu complexe, touchy dans la mode responsable, c'est la représentation, la diversité. Donc, j'ai lu, mais tu vas me dire, si je me trompe, que ta maman est née dans la forêt équatoriale au Cameroun et que ton papa est né dans un petit village au Maroc. Donc, toi, tu as grandi en France, tu te définis comme étant métisse. Est-ce que tu te sens suffisamment représentée dans la mode dite responsable ?
Alors, non. Non, pourquoi ? 2 raisons. La première, c'est qu'en tant que métisse, déjà, il y a très peu de modèles. Enfin, j'ai très peu de modèles entre... C'est de fait de la nature même du métissage. Entre, moi, ma mère est noire, mon père est blanc. Je connais beaucoup de personnes métisses. Personne n'a la même couleur, personne n'a les mêmes cheveux, personne n'a la même histoire. Enfin, c'est hyper complexe. Donc déjà... Il y a le fait que même si un jour il y a une métisse ou un métis dans une campagne ou au sein d'une entreprise, d'une industrie créative, il y a de très fortes chances pour qu'on ne se ressemble pas du tout et qu'on n'ait pas du tout la même histoire. Donc c'est bien sympa d'être métis tous les deux, mais voilà. Donc ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose c'est que la diversité, j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup en train de cocher des cases, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il faut qu'il y ait une majorité de personnes de couleur blanche, quelques personnes noires maintenant. Alors, arabes, on n'en parle même pas, il n'y en a pas, voilà. On a l'impression qu'elles n'existent pas, sauf exception. Des personnes asiatiques, oui, quand on veut s'adresser au marché asiatique, sinon... On a l'impression que ça n'existe pas non plus. Donc ouais, je suis un peu mitigée là-dessus, dans la mode en général, même s'il y a pour le coup des marques dont c'est le positionnement, et je trouve qu'ils ont une diversité, une mixité qui est géniale. Je pense à des marques comme la lingerie Fenty, Rihanna. Enfin, pour moi, c'est une vraie représentation de ce que pourrait être la diversité. Entre des corps qui sont valides, d'autres qui ne le sont pas, des corps qui sont minces, des corps qui sont gros, des corps de toutes les couleurs, etc., de tous les genres. Mais c'est vrai que, de manière générale, j'ai plus l'impression que c'est un peu Benetton, quoi. C'est, voilà. Et même ce qui m'attriste parfois un peu, c'est que si on a de la diversité un peu quelque part, il n'y a plus besoin de chercher. Ça m'est déjà arrivé de temps en temps de sentir que j'étais un peu le token, quoi. C'est-à-dire... on va demander à Lauriane, ça fera une fille avec les cheveux frisés sur le set ou dans l'opération, mais je suis la seule. Donc, d'être toujours la seule, je finis par me dire, est-ce que c'est parce que je suis vraiment la seule ? Mais je pense pas, parce que j'ai d'autres personnes qui ont le même profil que moi ou un petit peu différents et qui pourraient aussi être à côté de moi. Non, c'est parce que peut-être que j'ai déjà coché la case. Ouais, c'est la caution, quoi. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et c'est une réflexion qu'on s'était faite avec notamment l'un de mes amis, qui est journaliste de mode, créateur de contenu, qui est un garçon, qui est noir. Et on s'est rencontrés lors d'une conférence où j'avais été invitée pour parler. C'était pour parler justement de mode responsable et du futur de la mode. Et donc il était dans le public, donc on avait sympathisé à la fin. Et on s'était rendu compte qu'on avait les mêmes contacts, les mêmes connaissances, qu'on allait aux mêmes présentations presse, mais qu'en fait, on s'était jamais croisés. Parce que souvent, si moi j'étais invitée, peut-être que lui, il l'était pas. Donc, j'ai le sentiment que la mode responsable, là-dessus, a les mêmes lacunes que la mode de manière générale. Et je vais peut-être même être un peu plus dure. J'ai l'impression que même parfois, elle est un peu en retard. Et que en France... parce que la mode responsable ressemble un petit peu au milieu militant écologiste, le militant écologiste aujourd'hui, c'est un mec ou une fille de 30 ans blanc, quoi. Blanc et blanche. Donc je veux pas faire de généralité, parce qu'il y a des marques qui font, je trouve, super bien le taf. Mais je pense que là-dessus, on a encore un peu de boulot. D'autant plus quand on sait que les premières victimes du réchauffement climatique, techniquement, ça va pas être les Normands. Donc ouais, j'attends des marques qu'elles se mettent au diapason et que voilà, que ce soit et dans leurs équipes, et dans leurs éditoriaux, et dans leur shooting, et dans leur, j'en sais rien, leur table ronde, qu'elles fassent parfois le boulot à notre place, de dire tiens, c'est bizarre, là on va parler de mode éco-responsable et du futur de la mode. Je refuse de participer à ce plateau s'il est pas divers, quoi, s'il n'est pas représentatif de toutes les énergies de cette industrie. Ça m'arrive de le faire maintenant,
mais aussi parce que j'ai le pouvoir de le faire et que je suis pas un talk prêt ou un truc prêt. Mais quand on est plus petit, on peut être tenté de se dire bon bah c'est pas grave, j'y vais. Mais c'est vrai que ce serait cool que toutes les marques se disent bon, on va faire un petit peu le boulot quoi, de la diversité là-dessus. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai réalisé ça il y a pas forcément longtemps. On a des œillères, c'est Lorraine Bastide qui le dit très bien et je le répète très souvent pendant mes épisodes, que parfois, parce que quand on n'est pas concerné ou quoi, on se met des œillères, on fait pas attention, on fait pas l'effort de regarder. Et c'est vrai que moi, j'en ai pris conscience il y a quelques mois maintenant, de me dire que la mode responsable a des grosses lacunes sur ce sujet-là, quoi. Et que c'est dommage parce qu'on parle d'éthique, on parle de responsabilité et que ça en fait clairement partie. Donc j'espère qu'on va y venir. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Mais c'est vraiment un truc de hier et puis peut-être aussi que de militer pour une cause. Pas on en devient insensible, mais il faut choisir ses combats. J'ai une de mes meilleures amies, Marion, qui est végétarienne, qui est féministe. Souvent elle me dit c'est compliqué pour moi de rajouter des combats en fait. C'est-à-dire que c'est déjà une telle lutte du quotidien d'essayer de faire changer les choses sur les sujets qu'on maîtrise, que sur les sujets qu'on maîtrise moins, on se dit vas-y, je le fais pas tout de suite ou voilà. Alors qu'en réalité le sujet de la représentation c'est aussi important et il y a plein de gens en fait qui n'ont pas le choix de se dire quel est le combat que je vais choisir aujourd'hui. Il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils sont femmes, ils sont noirs et ils peuvent pas se dire aujourd'hui je pense que je vais juste me focus sur les animaux là parce que j'ai un peu la flemme, tu vois, le racisme. Donc c'est juste un truc d'inclure en fait, et de se dire au pire si on n'est pas les meilleurs pour parler de cette cause, de faire appel à des personnes qui maîtrisent ces sujets et les laisser faire, quoi. Et là, encore une fois, aussi, la presse a un énorme rôle à jouer d'aller faire l'effort de donner la parole à des gens qui ne se ressemblent pas en permanence, quoi. Alors déjà, et puis ensuite aussi de recruter des profils qui sortent de l'ordinaire. Et quand je parle de diversité, je parle pas que de couleur de peau, hein, je parle aussi de diversité sociale, avec des gens qui viennent pas tous de Paris, qui n'ont pas tous fait la même école. Enfin, c'est aussi via on va dire des parcours différents dans les rédactions qu'on arrivera à avoir des sensibilités et des traitements différents, des informations, des choses qui se passent. Si on n'a que des personnes qui ont eu le même parcours, qui ont grandi à peu près aux mêmes endroits et qui ont fait quasiment tous le même lycée, on risque d'avoir une information et un traitement de l'information qui est quand même très homogène. Donc ce serait bien d'avoir un peu plus d'aspérité et des angles différents, mais pour ça, il faut aussi recruter des personnes qui sont différentes et partir du principe que c'est pas prendre un risque, c'est en tant que journaliste aussi, quand on est dans une rédaction et qu'on a le pouvoir de recruter des gens, c'est qu'on a le devoir d'être les plus représentatifs possibles et que cette diversité en rédaction, c'est une richesse qui va faire en sorte que les magazines ne coulent pas. Parce que moi, je suis persuadée que si la presse féminine aujourd'hui est en péril, c'est aussi parce que pendant très longtemps, elle s'est juste regardée le nombril, quoi. Et que ça parlait à pas grand monde. Et que maintenant qu'on a Instagram ou des blogs indépendants, etc., qui traitent des thématiques hyper poussées, beaucoup plus ouvertes, plus diverses, on se rend compte qu'en fait, on lisait les commentaires et les avis de nanas de 35 ans et qui habitent dans le 6e depuis qu'elles sont nées. Et que c'est sympa de l'avoir de temps en temps, mais que ce serait bien de changer des fois aussi. C'est clair. J'aimerais bien te poser aussi une question sur ton agence de conception et d'action, Plume, que tu as créée il y a combien de temps? 3 ans et demi. Ah, ok, très 2018. Bien. 2018. Il me semble que tu travailles avec des marques de mode. J'ai cru voir dans plusieurs articles. Et je me demandais comment tu choisissais les projets avec lesquels tu travailles. Est-ce qu'il y a une partie où tu fais attention aux engagements, aux valeurs? Est-ce que quand on est une jeune agence aussi, c'est pas forcément évident de faire du tri dès le départ comme ça, mais je me posais la question sur ton positionnement. Je fais pas forcément de tri par rapport aux valeurs. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé parce que je suis jamais encore tombée aussi sur une marque ou un profil de marque
qui m'aurait semblé problématique. Si demain ça arrivait, peut-être que je me poserais un petit peu la question. Après, nous, le but, c'est vraiment d'accompagner les marques dans leur prise de parole. Alors, justement, pas n'importe comment. Récemment, par exemple, on a fait un travail sur la démarche RSE d'une grande marque d'habillement parisienne. Et donc, on a accompagné pour écrire la page Internet justement de ces engagements. On avait un brief qui était très clair, très précis, sauf que nous, on est arrivé en disant, en fait, nous, on est des journalistes. On va challenger tout ça, on va aller vérifier, ok, d'accord, comment ça marche, les audits, etc. Pour leur proposer quelque chose qui soit, certes, qui les serve eux, parce qu'ils ont des vrais engagements et qui font vraiment changer les choses et que ça leur prend un temps fou et que de bouger les lignes à leur niveau, on se rend compte que c'est compliqué, mais aussi pour ne pas dire n'importe quoi. Et pour pas faire une sorte de communiqué de presse amélioré en disant voilà, c'est super, c'est génial, et cacher la misère. Donc c'est vrai que c'est une approche qui peut être parfois un peu antinomique du travail d'agence, où on se dit voilà, on va déléguer un truc et puis ils vont faire exactement comme ils nous disent. Nous, on est là pour certes répondre à un brief, mais protéger aussi les marques d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, si on écrit quelque chose, si une marque prend la parole sur quelque chose et qu'en fait c'est trop enjolivé, ou que c'est vraiment juste de la poudre aux yeux pour derrière faire n'importe quoi, en fait, on va très vite s'en rendre compte et ça servira à rien. Donc, on est aussi là pour leur dire, peut-être que ça sert à rien de le dire maintenant, parce que clairement, soit tout le monde le fait, soit ça n'a aucune valeur, parce que ça représente une quantité infime de votre production. Et leur dire, par contre, ce truc-là, c'est bien, vous pouvez le mettre en avant, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Les aider, en fait, à avancer. Leur expliquer... éviter le greenwashing, quoi. Le greenwashing, et puis... De manière générale, le woke-washing. Le greenwashing, mais le woke-washing, le féminisme-washing, il y a certaines choses où, on peut pas le dire. On peut pas le dire, ou on peut pas encore le dire si on estime que c'est pas vraiment vrai. Donc, on leur explique que ça sert à rien de communiquer là-dessus si c'est pas encore vraiment vrai, que c'est pas grave. Il vaut mieux attendre, voilà, et être plutôt dans l'honnêteté et la transparence sur les process. Et ça, les marques l'entendent de plus en plus quand on leur dit, voilà, il vaut mieux dire que c'est work in progress, parce que techniquement, il faudrait que cette page, elle soit réactualisée tous les 2 mois dès qu'il y a une nouvelle initiative, quelque chose. C'est pas ça y est, voilà, on a fait ça, c'est génial, maintenant on passe à autre chose. Non, c'est du work in progress. Oui, et la responsabilité, c'est ça, c'est sans fin. Hein. De toute façon, on n'atteint jamais la perfection, donc on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, on peut toujours mieux choisir ses partenaires, on peut toujours mieux les auditer, on peut toujours choisir une matière plutôt qu'une autre. Enfin, donc, quand on a commencé, c'était peut-être pas encore si simple à faire entendre, quoique on était déjà sur ce type de prise de parole. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Okay. C'est beaucoup plus simple de leur dire. Ouais. Alors pour terminer, j'aimerais te poser des questions un peu plus personnelles sur toi, qui tu es. Déjà, quel rapport tu entretiens toi personnellement avec la mode et les vêtements? Mon rapport à la mode et aux vêtements, c'est assez sain. Je crois que c'est assez sain. J'aime beaucoup les vêtements. J'aime beaucoup m'habiller, mais je pense que comme beaucoup de personnes, les 3/4 du temps, je suis toujours habillée pareil. J'ai un jean, une paire de chaussures simples, une chemise ou un pull, et l'été, un t-shirt. Mais pour moi, le vêtement, c'est plus une manière de raconter un peu qui je suis. Donc un mélange de plein de choses. Un mélange entre mes identités, donc de femme, mais où je suis responsable de mon entreprise. Je suis métisse, donc il y a certains tissus que je vais peut-être mieux comprendre que d'autres, ou savoir mieux quelles sont les inspirations que d'autres. D'origine sociale aussi, où j'ai grandi dans un milieu, j'en ai côtoyé un autre, j'en apprivoise encore un autre. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de plein de choses. Et surtout, un grand terrain de jeu. Un grand terrain de jeu. Mais j'essaye de pas trop me culpabiliser. Je fais de mon mieux, vraiment pour tout. Mais j'essaye de pas trop me culpabiliser et de culpabiliser personne. C'est-à-dire, j'irai jamais dire à quelqu'un non mais attends, pourquoi t'as acheté ce truc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'estime que c'est pas forcément à moi de donner des leçons. Si on me pose la question, je peux donner des pistes, mais je suis vraiment pas là pour aller faire la morale
en te disant attends, non, ça se fait pas, ça c'est pas possible. Est-ce que tu sais combien d'eau t'as utilisé pour faire tes chaussettes? Bon, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on avance. Je pense qu'on peut tous se tirer vers le haut, mais en étant, c'est vraiment le mot que j'ai pas envie de dire, bienveillant, mais positif. Ouais, en étant positif, exactement, en étant positif et en montrant plutôt, en disant il y a tout ce panel de possibilités. À toi de voir ce qui te conviendra le mieux. De piocher dedans, quoi. Ouais. Puis je connais pas la vie des gens. Il y a peut-être, je sais pas. Moi, par exemple, de par mon travail, ça m'arrive assez souvent de prendre l'avion. Je suis pas irréprochable par rapport à quelqu'un qui irait acheter ses vêtements en fast fashion, mais qui au contraire se dirait moi je prends pas l'avion, je prends le train. Enfin, c'est tellement un truc d'équilibre. Ouais, c'est complexe, je suis d'accord. C'est ni blanc ni noir, c'est beaucoup plus complexe que mais ça. La mode m'excite toujours. Faut que ça reste un plaisir de s'habiller aussi, parce que sinon c'est compliqué. Déjà avec la pandémie, tout ça, c'est quand même sympa si on prend du plaisir pour s'habiller le matin. Non, mais c'est comme la nourriture. On est obligé de le faire. Autant rendre ça cool, coloré, fun, sympa, autant le décortiquer. Enfin, moi, j'aime bien ça, tu vois. Je suis assez d'accord. Et donc, une autre de tes casquettes, parce que tu en as quand même beaucoup, mais tu es chroniqueuse télé, donc tu apparais souvent à la télé, sur les réseaux sociaux aussi, ce qui est un métier plutôt d'image, et je me demandais quel rapport tu entretenais avec ton image. Ça a été une relation... c'est une longue relation qui a été on and off. Et à un moment, on était en couple, mais c'est compliqué, quoi. Justement parce que j'ai longtemps été dans une industrie d'image. Je pense que pendant longtemps, j'ai essayé un peu de me fondre dans le décor. Donc, typiquement, quand j'étais à Glamour, je me lissais les cheveux. Donc, je ressemblais pas du tout à ce à quoi je ressemble aujourd'hui, où j'ai des cheveux très bouclés. Les personnes qui écoutent le podcast n'en savent rien. Je mettrai une photo. Ouais, on peut. Mais j'ai un rapport assez détendu maintenant avec mon image. Tu vois, peut-être qu'il y a 4-5 ans, tu serais venu, j'aurais été un peu apprêtée, maquillée et tout. Là, je me dis, je suis au bureau. Je suis comme je suis, en fait. Je ressens pas de pression particulière à tout le temps me mettre en scène, etc. J'essaie d'être assez relax par rapport à ça. La seule pression que j'ai, d'ailleurs, j'y pense de temps en temps et je me dis peut-être qu'un jour, on l'aura plus. D'ailleurs, plus pour la télé et pour tout ce qui est représentation, filmé, photo, c'est qu'effectivement, ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que ça arrivera pas de sitôt que je me présente à l'antenne en étant pas maquillée, quoi. Pas forcément parce que je veux pas, mais parce que pour l'instant, ça marche encore comme ça, quoi. Pour les femmes, en tout cas. Donc, c'est un rapport qui est à la fois très détendu dans le perso ou dans le pro quand j'ai pas de représentation. Mais quand c'est du pro et que je dois rencontrer des gens, etc., je sens que j'ai quand même une certaine image à avoir et qu'on attend aussi de moi une certaine image. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. En plus, en évoluant dans tous ces milieux-là, est-ce qu'on n'attend pas de toi que tu ressembles, que tu sois apprêtée ou... Je pense que si. Ouais. Je pense que si. Mais c'est pareil, c'est le serpent qui se mord la queue. Peut-être que si j'apparaissais... à des talks, etc., en n'étant pas maquillée du tout, peut-être que ça deviendrait ma marque de fabrique et que ça enlèverait rien à ce que je dis, ça changerait pas la personne que je suis. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Donc, j'assume complètement le fait d'avancer tranquillement. En tant que femme, on a quand même pas mal d'injonctions, c'est souvent ce que j'allais contraires dire, c'est quand même pas et contradictoires. Donc, je m'affranchis des règles quand je suis à l'aise et quand tout va bien. Et puis, parfois, d'autres fois, ça conforte aussi d'avoir un cadre et un moule, même si c'est pas le bon, en fait. Ça rassure. Ça rassure, et puis je suis pas responsable de la façon dont j'ai été élevée. Je suis pas responsable non plus de la façon dont la société me perçoit. Donc j'ai pas mal de combats, et encore une fois, tous les matins, je décide ce que je prends, ceux qui sont obligatoires et ceux que je laisse. Ouais, non, mais je suis d'accord. Tu as bien raison. Et alors, les quelques questions de fin rituelles du podcast. À quoi penses-tu quand tu entends le mot sororité ? À mes sœurs, parce que j'en ai 5. Donc, rien qu'à nous, on est pas mal dans la sororité. Ouais, ça me fait penser à mes sœurs.
on n'a pas toutes grandi au même endroit, on n'a pas toutes le même parcours, ni les mêmes relations entre nous toutes. Mais chaque relation que j'ai avec chacune d'entre elles est unique et faite d'amour, en fait. Donc, je les aime toutes de manière intense et unique. Donc, et quand je pense à mes sœurs, souvent je me dis, peut-être si un jour j'ai des enfants, il y en a un que je préférerais plus que l'autre. Mais la vérité, c'est qu'en fait, quand on a des sœurs, et dans mon cas, beaucoup de sœurs, on se rend compte qu'en fait, c'est des amours qui sont différents, mais qui brillent pas moins fort. Donc ouais, moi, quand je pense à la sororité, je pense surtout à mes sœurs. Ouais, je comprends. Et quand tu entends le mot écoféminisme? Je pense à Sandrine Rousseau, cet affreux traitement médiatique. Ouais. Bah ouais. J'aurais peut-être pas répondu ça il y a 2 mois, hein, mais bah ouais, Sandrine, quoi. Sandrine, d'ailleurs, qui est aussi le prénom de ma grande sœur. Donc tout ça est lié. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais ouais, je pense à Sandrine Rousseau, je pense au traitement médiatique qui est souvent réservé aux femmes qu'on estime militantes. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on parle très très facilement de militantisme quand c'est des femmes, et quand c'est des hommes, on parle rarement de militants. Ouais. Juste de programmes politiques. Ouais, de programmes, voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas du tout sûre que Yannick Jadot ait eu l'appellation militant, autant qu'on ait pu en qualifier Sandrine Rousseau. Donc ouais, je pense à elle et à la disparité qu'on a encore dans le traitement médiatique des femmes par rapport aux hommes, et notamment dans tout ce qui a trait au pouvoir. Ouais, c'est intéressant. Et alors, la dernière question, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Oui, j'ai préparé ma réponse. La fameuse question qui pose toujours problème parfois. Alors, j'ai mis ma mère, parce que femme extrêmement forte dans son histoire, qui a un parcours migratoire incroyable, qui nous a inculqué des valeurs d'indépendance, de confiance en nous, qui pour moi sont vraiment fondatrices et inébranlables. Et puis après, les femmes qui m'entourent de façon générale, qui sont toutes fortes, résilientes, chacune à leur manière. Je pense à Manon, à Marion, enfin voilà, il y a vraiment des femmes autour de moi qui sont rayonnantes malgré des épreuves qui n'ont pas été faciles. Et ce que je trouve parfois d'encore plus beau chez elles, c'est que moi, je vois toute leur force dans leur intégralité, et qu'elles la découvrent petit à petit. Je sens qu'elles en prennent possession petit à petit. Donc ouais, c'est dur parce que ça n'illustre rien pour les personnes qui nous écoutent. C'est que des personnes qui connaissent pas. C'est pas grave. Mais ouais, je suis inspirée et admirative et bluffée au quotidien par les femmes qui sont autour de moi. Et certains hommes aussi. Mais beaucoup de femmes. Okay. Très bien. Bah écoute, non, mais ce sont de beaux modèles. Donc merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était trop bien. Merci à Lauriane d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.